Salut et bienvenue chez moi. Je plaisante, c'est pas vraiment chez moi, c'est un fond vert en fait. Voilà. Mais bon, bienvenue chez moi quand même, et c'est l'occasion de se faire une petite FAQ pour fêter les 10 000 abonnés qui sont arrivés déjà il y a quelques temps. Mais voilà, c'est un peu la tradition sur YouTube de faire une FAQ, et je pense que je n'en ai fait qu'une sur cette chaîne il y a longtemps, 2 ans peut-être. Donc bon, c'est l'occasion. J'ai reçu pas mal de questions du coup sur YouTube, sur Instagram, par email, sur Facebook, pas mal de réseaux différents, et je te propose de les traiter une à une. C'est parti. Bien entendu, comme dans toutes les FAQ, on a un petit peu de tout. On a des questions sur la diète, on a des questions sur le lifestyle, on a des questions sur ma vie, on a des questions sur ma vie privée, on a plein de questions. Donc on va plus ou moins répondre à tout ça. Alors on a la chaîne Une langue en 100 jours, salut Pierre-Louis, qui demande quel est le réel intérêt des carbs dans la diète. Alors, les carbs, ce sont les glucides, du coup, donc les sucres. Donc il y a plusieurs macronutriments. Techniquement, il y en a 4 si on compte l'alcool. On va pas compter l'alcool parce qu'il n'est pas essentiel. Donc on va dire 3. Les graisses, donc les lipides, les sucres, les glucides et les protéines. Voilà, ça en fait 3. Ce qui se passe, c'est que souvent c'est assez clair de se dire que bon, bah voilà, les protéines servent à créer la masse musculaire. Pour faire très simple, il y a aussi d'autres fonctions, mais c'est la principale qu'on retient. Les lipides en général contiennent des vitamines, des nutriments assez essentiels, également vont servir de base pour la fonction hormonale notamment. Et les glucides, c'est vrai, les glucides ça sert à quoi? En fait, pour faire simple, parce que ça pourrait être le sujet de toute une vidéo, les glucides, c'est l'énergie, la forme d'énergie la plus facile à utiliser pour le corps. Il peut la stocker sous forme de glycogène dans le foie et les muscles. C'est vraiment la forme d'énergie que ton corps préfère utiliser, en tout cas qu'il va utiliser en priorité et qui est la plus facile à utiliser pour lui. Et donc même si, contrairement aux lipides et aux protéines, les glucides sont techniquement pas essentiels à la vie, d'accord? Tu peux survivre sans glucides, je te dis pas de le faire, c'est pas forcément une bonne idée. Moi je conseille pas de faire des diètes cétogènes sur du long terme. Mais voilà, les glucides, ça va être notamment sous forme de féculents avec les pommes de terre, les céréales, etc. Ça va être utile si tu fais pas mal de sport, d'activité physique. Et tu vas en trouver également dans les fruits, un petit peu dans les légumes aussi, même si généralement la source principale de glucides des gens reste autour des féculents. Donc à quoi servent les glucides? On va dire que tu vas les doser en fonction de tes préférences, vraiment. Le ratio glucides-lipides, c'est vraiment en fonction des préférences. Qu'est-ce que tu vas pouvoir tenir sur du long terme? Qu'est-ce qui te permet d'avoir suffisamment d'énergie pour faire tes activités physiques du quotidien? C'est globalement comme ça que tu vas réfléchir à quelle quantité de glucides tu vas consommer. Donc voilà, le réel intérêt des carbs dans la diète, l'adhésion, on va dire, donc le fait de garder tes niveaux d'énergie, et le fait de pouvoir tenir dans le temps en pouvant te faire un minimum plaisir. Ensuite, on a Sop Bibou sur Instagram, salut Bibou, qui demande des astuces pour la nutrition à l'intuition, please, sans compter les calories. L'intuitive eating, c'est un peu tout un courant où on se dit, on va pouvoir simplement manger à l'intuition, arrêter de compter les calories, arrêter de faire toute une stratégie, etc. Et juste, se fier à son intuition première pour pouvoir perdre du poids. Moi, ce qui me dérange en fait avec cette approche, c'est que il y a 2 types de personnes qui prônent l'alimentation à l'intuition, on va dire les régimes à l'intuition. Ce sont les coachs de diète à l'intuition, qui généralement ne mangent pas tant de manière intuitive parce que c'est comme des gens qui ont une réelle éducation et une réelle connaissance derrière dans la nutrition. Donc on pourrait dire ce qu'on veut, c'est pas de l'intuition, ils savent s'orienter vers les bons aliments. Et les autres sont souvent des personnes en surpoids qui en ont marre de faire des régimes et qui disent qu'ils préfèrent faire à l'intuition. Le problème, c'est que dire que ton corps sait ce dont il a besoin et qu'il te suffit de gérer à l'intuition, c'est un peu cracher à la figure en fait de toutes les personnes qui n'ont pas eu des bases de nutrition en éducation, qui comprennent pas forcément les fondamentaux derrière, qui ont peut-être une sensibilité du palais qui n'est pas la même et qui ont besoin de beaucoup de... qui ont tendance à manger pas mal de sucre, qui ont tendance à manger pas mal d'aliments transformés. Enfin, je veux dire, si je crève la dalle et que tu me mets devant une friterie ou que tu me mets un pot de Nutella ouvert devant les yeux avec la possibilité de me faire des crêpes au Nutella, on va pas se mentir, mon intuition va me dire de l'exploser ce pot de Nutella, d'accord? Ça veut pas dire que c'est bon pour moi. Donc vraiment, est-ce qu'on peut vraiment se fier à l'intuition naturelle pour pouvoir perdre du poids?
À l'heure actuelle, je pense pas déjà parce qu'il y a un nombre d'opportunités de bouffe en fait, d'aliments riches en calories, riches en énergie disponibles dans la nourriture moderne en fait, qui fait que on peut plus autant se fier à l'intuition. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà au niveau vraiment purement intuitif, quand tu vas manger un mélange de sucre et de gras et de sel surtout, quand tu as les trois mélangés, ça te fait un pétard de récompense dans ton cerveau qui fait que en fait pour prévenir du risque de ne pas en avoir à l'avenir, ton cerveau va vraiment t'ordonner d'en manger le plus possible. C'est pour ça que c'est très difficile de s'arrêter quand tu manges quelque chose d'à la fois très gras et très sucré. Si tu rajoutes un peu de sel dedans, là c'est vraiment le cocktail de la mort. Et c'est pour ça que ça devient difficile de s'arrêter. Voilà. En quoi est-ce que ça serait différent de l'intuition? Donc voilà, je suis pas fan de l'intuitive eating. Cela dit, ça veut pas dire que tu peux pas manger sans compter tes calories. Moi, je pense que personne n'a envie de compter ses calories toute sa vie. C'est essentiel, je pense, de compter les calories au début, quand on met en place des nouvelles habitudes et pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction, qu'on va vers la forme physique qu'on veut, qu'on perd le poids qu'on veut, etc., etc. Ça, c'est essentiel. Et ensuite, une fois que tout ça est bien en place, moi, j'ai tendance à dire de compter les calories pendant toute la phase de perte de poids et ensuite de se stabiliser, de toujours compter les calories pour se stabiliser et ensuite d'apprendre à se détacher des calories, à arrêter de compter les calories en maintenant tout simplement ses habitudes alimentaires. Mais voilà, pour moi ça nécessite de s'éduquer sur la nutrition, de s'éduquer sur les bons choix alimentaires, d'avoir déjà réussi à avoir une bonne perte de poids en comptant les calories parce que ça donne une certaine flexibilité. Si vraiment tu veux perdre du poids sans compter les calories, tu n'auras pas la flexibilité d'avoir compté les calories. Ça veut dire que le fait de compter les calories te permet de te dire, tant que ça rentre dans ton budget calorique, globalement, on va dire que tu vas pouvoir le manger, si tu as toutefois le bon apport en protéines et en autres nutriments. Là où, si tu comptes plus les calories, il va falloir être un peu plus dogmatique. Et c'est là que tu vas devoir avoir une alimentation plus restrictive, où tu vas devoir supprimer certains aliments, faire des interdits alimentaires. Et je pense que c'est pas une très bonne approche parce que ça peut te faire développer un rapport relativement malsain à la nourriture. Donc voilà, en tout cas c'est mon avis. Ensuite on a TicTac 974 qui dit combien de grammes de féculents, légumes recommandes-tu par repas? Ça va dépendre de ton gabarit, ça va dépendre de ton appétit, ça va dépendre de pas mal de choses. Si tu fais pas d'activité sportive particulière et que tu es relativement sédentaire, comme la majorité des gens aujourd'hui malheureusement, moi je te conseille, si tu as des objectifs de perte de poids, de pas forcément manger de féculents. Je trouve que c'est pas essentiel, d'accord? Si tu aimes vraiment ça, réserve-le plutôt peut-être pour le repas du soir, pas forcément d'en manger à chaque repas, et privilégie tout ce qui va être pommes de terre, patates douces, etc. plutôt que tout ce qui va être riz, pâtes, etc. Déjà parce que ça va être beaucoup plus rassasiant et généralement la faim c'est ce qui freine le plus les pertes de poids, donc ça te permettra de mieux gérer cette partie-là. Après si tu fais beaucoup de sport, beaucoup d'activité physique et que tu n'as pas d'objectif de perte de poids particulier, bah simplement en fonction de tes préférences vraiment, du moment que tu as au moins 400 à 600 grammes de fruits et légumes par jour, ce qui est globalement le dosage recommandé pour obtenir un maximum de bénéfices pour ta santé sur du long terme. Et les bénéfices continuent d'ailleurs jusqu'à 1 kg de fruits et légumes par jour. Donc voilà, pour les fruits et légumes, tu peux y aller. Ensuite, il y a Jules Vienne qui dit 33 ans et sportif, suite à une entorse, je suis immobilisé 3 semaines, qu'est-ce que tu me conseilles? Chiant, très chiant ça, quand tu es immobilisé après une blessure. Ce que je vais te conseiller déjà, c'est de ne pas forcément essayer de faire un gros déficit calorique ou de faire un gros surplus calorique. Essaye juste de manger à ta maintenance, d'accord? Essaye de manger suffisamment de protéines pour pas perdre de masse musculaire. Et potentiellement, si tu as juste, là tu dis une entorse, mais on ne sait pas forcément où, si c'est au pied ou si c'est au poignet. J'imagine que si tu dis immobilisé pendant 3 semaines, ça veut dire au pied. Il y a toujours des activités que tu peux faire avec le haut de ton corps, d'accord? Donc il y a de ça, mais repose-toi d'abord au début et ensuite je sais que c'est chiant, mais après tu as tout un travail de rééducation, donc fais vraiment attention à prendre le repos nécessaire et ensuite à avoir la rééducation nécessaire, les exercices de rééducation. Moi j'aime bien dans ce cas-là utiliser voir quel va être le mouvement lésionnaire en fait et utiliser un élastique relativement avec peu de résistance on va dire au début et faire des mouvements avec le pied pour ça, mais je pense qu'un bon kiné sera meilleur que moi pour te orienter là-dessus. Au niveau de l'alimentation, juste prends en compte le fait que tu vas beaucoup moins bouger, donc baisse drastiquement ta consommation calorique, mange à ta maintenance. Globalement, ça veut dire le calcul de ton métabolisme de base, tu peux te renseigner sur la formule de Catch-McArdle. Et si tu as besoin de ton taux de masse grasse d'ailleurs et ton taux de masse maigre et faire tous ces calculs-là pour savoir où tu en es, j'ai un calculateur de masse grasse qui va t'aider. Je te le fais apparaître juste là, il va apparaître. Tu peux l'utiliser
sans souci. Garde en tête que l'entorse est un peu une phase plus ou moins obligatoire dans la vie d'un sportif. C'est le moment de mettre son ego un petit peu de côté, de peut-être prendre le temps de faire aussi d'autres choses. Donc voilà, essaye de pas te morfondre sur le fait que tu peux plus faire le sport que tu aimes faire et de voir qu'est-ce que tu peux, où est-ce que tu peux mettre cette énergie que tu as envie de mettre à la place. Personnellement, j'avais fait une grosse entorse à la cheville à un moment donné, il y a un peu plus d'1 an. C'était pas une bonne expérience vraiment, ça m'avait pas mal affecté, mais au final ça s'est révélé être l'opportunité de revenir plus au street workout, à un sport qui utilisait beaucoup plus le haut du corps, du coup, et que je pouvais faire malgré une entorse sans trop de problèmes. Donc garde en tête que une entorse à la cheville, y a des gens qui n'ont pas de jambes et qui s'entraînent quand même, donc voilà, prends le repos nécessaire pour ta cheville, mais probablement que tu peux continuer à stimuler les autres membres de ton corps. Ensuite on a Lilise8103 qui demande: ah bah enfin, je vais peut-être avoir la réponse à la question que je me pose depuis des lustres. Es-tu célibataire, oui ou non? Mais en réalité, la réponse ne m'intéresse plus, tu t'es trop fait désirer. Bon, bah si elle t'intéresse plus, alors pas besoin que j'y réponde. Ensuite, il y a TicTac974 qui demande comment gérer un retour de vacances, perte de gras, affiner sa silhouette. J'ai un peu du mal à comprendre exactement ta question. Est-ce que c'est gérer un retour de vacances dans le sens où tu aurais peut-être pris du poids pendant tes vacances et ensuite comment faire pour affiner ta silhouette? Honnêtement, de la même manière que si tu rentrais pas forcément de vacances, fais un déficit calorique que tu peux tenir sur du long terme en faisant attention à ne pas avoir faim pendant ce déficit calorique, en mangeant assez de protéines et en mangeant surtout des choses qui te font plaisir aussi pour que tu puisses tenir sur du long terme et pas faire d'effet yo-yo. Ça, c'est très important. Ensuite, j'ai Karine qui me demandait par email bonjour Clément, étant commercial sur la route entre 2 clients, il m'arrive de sauter le repas du midi. On m'a dit que boire un café expresso dans la matinée, évidemment j'ai du mal à m'endormir, avait pour effet de couper l'appétit. Est-ce que ça peut avoir cet effet? Oui, la caféine techniquement peut avoir des effets de couper l'appétit. Le problème, c'est que le manque de sommeil, lui, a des effets d'énormément augmenter l'appétit. En moyenne, une personne qui dort moins de 6 heures de qualité dans une nuit a tendance à manger 20% de plus naturellement le lendemain. Donc je pense que tu aurais mieux fait de juste peut-être prendre du décaféiné. Certes, ça va pas avoir le côté couper l'appétit de la caféine, mais ça peut permettre de bien remplacer ton habitude de prendre du café. Ça te permettra de beaucoup mieux dormir derrière. Et je pense que te renseigner sur comment perdre du poids sans forcément avoir des stimulants, essayer de te faire couper l'appétit par autre chose, ça peut être un bon levier, une bonne manière en tout cas d'aller plus loin. Si tu veux d'ailleurs, j'ai un programme offert qui s'appelle Perdre du poids sans frustration, où je t'apprends globalement les rouages qui permettent de faire ça. Donc là aussi, je te le fais apparaître juste là et je te mettrai un lien en description si jamais tu veux aller regarder. De manière générale, le problème avec le fait de sauter le repas du midi, c'est que j'imagine du coup que tu fais un petit déjeuner et qu'ensuite tu vas manger le soir. Et j'imagine du coup que tes gros craquages, c'est quand tu rentres du travail, qu'il n'est pas encore l'heure de dîner et que tu vas potentiellement dévaliser ton frigo ou ton placard. C'est quelque chose que je vois extrêmement souvent. Donc moi j'aurais tendance à te dire, essaie de préparer à l'avance quelque chose que tu pourras manger sur le pouce et qui rentre, on va dire, dans tes objectifs de diète. C'est une bonne habitude que tu pourras prendre, quitte à aussi prendre un snack entre midi et le dîner, au milieu de l'après-midi, pour éviter de dévaliser ton frigo ou tes placards quand tu rentres chez toi. Ensuite, j'ai Fabrice qui me demande bonjour Clément, toutes mes félicitations pour cette belle récompense de ton travail. Merci Fabrice, du coup il parle des 10 000 abonnés, c'est vrai que ça fait plaisir de les atteindre. Ma question est la suivante, que penses-tu de l'utilisation de la pince Bozira afin de calculer le pourcentage de masse grasse? À très bientôt. Alors les pinces à pli adipeux de manière générale, moi je suis pas fan pour calculer le taux de masse grasse. C'est-à-dire pour vraiment avoir à la fin des statistiques de à combien est ton taux de masse grasse. Cela dit, quand tu es un homme et que tu fais moins de, allez, 14% de masse grasse, 15-14% de masse grasse, ou que tu es une femme et que tu fais moins de 24-25% de masse grasse, la pince à pli adipeux peut être un excellent moyen de mesurer si tu prends du gras ou si tu perds du gras. Donc regardez en soi la valeur de la pince pour voir si tu prends ou tu perds du gras, c'est bien. Calculer avec ça l'absolu de ton taux de masse grasse. Pour moi, la technique simplement des mensurations est beaucoup plus efficace avec ça. Là aussi, je t'invite à aller voir mon calculateur de masse grasse. Alors ensuite, j'ai Sylvie qui m'a envoyé un long message. Hello Clément, je te remercie pour toutes tes vidéos instructives. Je sens que je peux me fier à tes conseils. Tu as l'air de vraiment bien t'y connaître et tu vulgarises les études médicales que tu lis de près. Alors merci pour ton excellent travail. Déjà, merci Sylvie, ça me fait vraiment très plaisir. D'ailleurs, suite à une de tes vidéos, je me suis penché sur le sujet du jeûne intermittent dans l'optique de perdre du poids, mais avant de me lancer, j'ai 3 questions à ce sujet. Ok? Tout d'abord, je viens de sortir du ramadan, je souhaiterais poursuivre le jeûne pour raison religieuse chaque lundi et chaque jeudi sur le même modèle que le ramadan. Ok. Donc ça veut dire que 2 fois par semaine, tu mangerais avant le lever du soleil et après le coucher du soleil, c'est ça?
Mais j'aimerais aussi pratiquer le jeûne intermittent 16-8 en mangeant de 13h à 21h, à savoir un gros déjeuner, un encas l'après-midi et un léger dîner le soir. J'en viens donc à mes questions. Est-ce que je peux cumuler les 2 jeûnes à la fois lundi, jeudi comme le ramadan et le jeûne intermittent dès le lendemain et le reste de la semaine? Je ne risque pas de trop perturber mon organisme en jonglant avec 2 jeûnes. Alors déjà, perturber ton organisme, oui et non, dans la mesure où en fait, du moment que tu as un déficit calorique, tu vas perdre du poids. Cela dit, ce que tu vas perturber, c'est potentiellement ton rythme circadien. Donc toute ton horloge biologique qui gère notamment tes signaux au niveau de l'appétit et qui permet de gérer ta faim de manière plus efficace, on va dire, et tout ce qui va être la satiété aussi. Donc personnellement, je te le recommande pas. Je trouve que c'est pas forcément faire du jeûne intermittent, là, pas de souci si tu aimes ça, mais cumuler un jeûne alternatif plus un jeûne intermittent, encore une fois, c'est pour des raisons religieuses, donc c'est pas à moi de te dire si tu devrais le faire ou pas. En revanche, mon rôle, ce serait plus de te dire si c'est une bonne idée pour la perte de poids ou pas, et en l'occurrence, je ne pense pas. Cela dit, le jeûne intermittent, pas de souci, ça te permet justement d'avoir plus de flexibilité. J'avais déjà fait une vidéo très complète sur le jeûne intermittent, et je pense que tu l'as vu. Ensuite, est-ce que tu me conseilles de prendre de la protéine en poudre pour combler le déficit de protéines alimentaires? Car pendant le ramadan, je ne fais qu'un gros repas le soir, voire un petit déjeuner, donc je ne dépasse pas les 60 voire 80 grammes de protéines par jour, alors que je dois en consommer au moins 140. Prendre la spiruline le soir quand je vois que mon taux de protéines est encore trop faible, mais je n'ai plus faim pour ajouter une dose de protéines en poisson ou viande. Ok, alors la spiruline, pas un bon supplément de protéines, voilà, c'est intéressant pour d'autres choses, mais pour le coup, c'est pas un bon supplément pour la protéine. Pense peut-être plutôt à tout ce qui va être de la whey, de la caséine, il y a même aussi des protéines véganes si jamais ça t'intéresse. Et ensuite, effectivement, c'est le problème que j'ai avec le fait de manger qu'un seul repas, c'est que tu vas pas avoir assez d'apport en protéines, même si tu as juste petit déjeuner, dîner assez espacé, surtout si après tu manges très tard, parce qu'après ça va flinguer ton sommeil potentiellement. Donc moi je trouve que tu te prends un petit peu la tête, et à ta place je ferai 2 ou 3 repas, éventuellement jeûne intermittent si t'aimes ça, donc ça ferait midi, snack, dîner, et je pense que tu pourrais, ça serait en tout cas moi la méthode que je te conseillerais. Encore une fois, à toi de voir quelle va être la priorité entre l'aspect spirituel et l'aspect plus efficacité pour la perte de poids. Ensuite, est-ce que je peux poursuivre sur du long terme le jeûne intermittent avec des journées caloriques ne dépassant pas les 1200 voire 1500 calories, sans inclure le déficit calorique dû au sport et NEAT, où cela va m'engendrer des carences, car je vois que ce sont les glucides, mais surtout les protéines qui sont en déficit. Alors non, il n'y a pas de risque, en fait ça dépend à quel point tu es en potentiel surpoids, mais il y a a priori, si tu n'es pas, en tant que femme, du coup, sous les 25% de masse grasse, il n'y a pas de risque à ce que tu sois autour de 1200-1500 calories par jour. Il faut comprendre qu'une femme sédentaire, selon le gabarit, c'est généralement son apport de maintenance, d'accord, au quotidien. Donc vraiment, les apports journaliers recommandés de 2000 calories par jour pour les femmes, t'oublies. Et ensuite, moi, je ne conseille pas d'essayer de calculer absolument la dépense calorique via notamment le sport. Alors le NEAT, oui, si tu sais à peu près combien de pas tu fais par jour, ça te permet de te donner une idée. Et tu vas mettre un facteur là-dessus, mais c'est pas le fait d'être à 1200 voire 1500 calories qui fait que tu auras des carences. Du moment que tu manges assez de fruits et légumes, 400-600 grammes par jour environ, tu as un bon apport en protéines et que tu descends pas trop bas non plus au niveau des lipides. Ensuite, on a Chantal qui dit « Bonsoir Clément, voici en bref comment se refaire des muscles, bras, jambes, cuisses, merci, en faisant de la musculation. » Voilà. Mesdames, n'ayez pas peur de la musculation, ça reste le meilleur moyen de créer de la masse musculaire tout en mangeant suffisamment de protéines. Voilà. Ensuite Martine, coucou Clément, quand la nourriture devient un refuge, un anxiolytique, comment arriver à remettre les choses à leur juste place? C'est un sujet qu'on a beaucoup et qu'on voit beaucoup en fait, notamment avec les clients de la méthode Kifta Diet. C'est pour ça que depuis peu, on a une intervenante qui est là justement pour traiter de cette partie-là. Ça veut dire qu'on a des coachings dédiés sur la gestion des émotions, notamment vis-à-vis de la nourriture et des ancrages qu'on peut avoir psychologiques vis-à-vis des mécanismes de manger ses émotions ou d'essayer de combler un peu un vide avec de la nourriture, avec potentiellement des crises d'hyperphagie que moi j'ai pu avoir aussi par le passé. Globalement, je te dirais que ça passe avant tout par le fait d'essayer de comprendre d'où ça vient, d'accord. Parfois aussi s'occuper de ce qu'il y a autour, ça veut dire d'améliorer ton sommeil, d'apprendre à gérer ton stress avec la méditation, potentiellement te supplémenter en magnésium si jamais tu n'as pas suffisamment d'apport, faire attention à la qualité de ce que tu vas manger. Tout ce qu'il va y avoir autour, en fait, le fait d'être moins sédentaire, de voir plus la lumière du jour, voilà, tout ça, ça va affecter fortement tes épisodes de gestion des émotions, en fait, tes ascenseurs émotionnels. Déjà, ça va t'apprendre à mieux les gérer. Et ensuite, essayer de comprendre avant tout que, alors après je suis pas spécialiste de ça et c'est aussi pour ça qu'on a une intervenante sur ce sujet-là, mais en tout cas, faut comprendre que quand tu vas te réfugier dans la nourriture, tu as à la base une bonne intention,
d'accord, derrière le fait d'aller te réconforter là-dedans. Essaye de comprendre ça, d'embrasser ça, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va déclencher ça, comment est-ce que tu peux faire en sorte que ça se reproduise pas forcément, et aussi voir en quoi tu as des progrès potentiellement là-dedans avec le temps en mettant de la conscience dessus. Par exemple, c'est pas est-ce que j'ai défoncé le pot de Nutella ou pas, c'est potentiellement plus d'habitude je défonce le pot de Nutella, mais la dernière fois j'ai réussi à m'arrêter à 3 cuillères. Bon ça c'est déjà un énorme progrès et il faut l'apprécier en tant que tel. Donc voilà, voir aussi les progrès là-dedans. Et ensuite, encore une fois, c'est compliqué sans te coacher directement individuellement, mais il y a aussi cette dimension de qu'est-ce qui peut remplacer la nourriture dans ce bien, qu'est-ce que tu recherches en fait comme confort, quelle sensation ça t'apporte d'aller chercher cette nourriture et avec quoi est-ce que tu peux le remplacer ça. Voilà, il y a souvent pas mal de choses qu'on peut faire autour de ça. Si jamais tu veux qu'on discute un petit peu plus de tout ça, n'hésite pas à m'envoyer un email et on pourra en parler. Ensuite, il y a Lily qui dit « Bonjour Clément, je suis quelqu'un qui ne mange pas beaucoup, je suis vite rassasié, mais j'éprouve la faim plus tard dans l'après-midi ou dans la soirée. Je me demande comment remédier à ça, car la perte ne continue pas. Merci pour le retour. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ne manger pas beaucoup? Éventuellement, tu vas penser à la quantité que tu as dans ton assiette. Le fait de manger pas beaucoup, c'est très subjectif en fait. Parce que peut-être que tu manges pas beaucoup, mais que tu as tendance à grignoter en dehors des repas parce que tu as des fringales. Peut-être que tu manges pas beaucoup parce que il y a en fait assez peu de volume dans ton assiette, mais que tu manges beaucoup en termes de calories et que c'est pour ça que la perte de poids ne continue pas. Et ensuite, il y a le fait d'essayer de gérer ta satiété sur du long terme. Le volume dans ton assiette va être ce qui va provoquer, notamment avec le fait d'être bien hydraté aussi, etc., le fait que tu n'aies plus faim à la fin d'un repas, d'accord? C'est-à-dire ce qui fait que tu n'auras plus faim après sur la durée de la journée, ça va être notamment le fait que tu aies un apport suffisant en protéines. Ça c'est super important, je vois beaucoup trop de femmes qui ne mangent pas assez de protéines, donc faire très attention à ça. Et ensuite, si ça résout toujours pas le problème, il y a plein de choses qu'on peut explorer, notamment le fait de voir que peut-être mettre un snack entre midi et le dîner, ça peut t'aider à gérer un peu mieux ton appétit. Voilà, tout ça, c'est des pistes que j'explorerai en tout cas. Ensuite, il y a Jean-Marc qui dit « Bonjour Clément, félicitations, impressionnant et mérité. » Merci Jean-Marc, ça fait longtemps qu'on a déjà échangé avec Jean-Marc. Content d'être témoin de cette progression et que plus de gens puissent bénéficier de ton programme et multitude de conseils. Merci à toi. Ma question, on parle toujours d'être soit en sèche, soit de prendre du poids, muscle, mais peut-on être en maintenance? Comment décider de l'un ou de l'autre? Je suis toujours dans l'incertitude par rapport à cette question. Si tu trouves cette question pertinente, bien sûr, au plaisir Jean-Marc. Alors, ta question elle est super pertinente Jean-Marc, je la trouve vraiment très intéressante. C'est vrai, en fait ça va dépendre de tes objectifs à toi. Si tu veux perdre du poids, si tu veux t'assécher, si tu veux t'affiner, si tu veux plus être dessiné, ça va passer par une sèche, donc le fait d'être en déficit calorique. Si jamais tu veux prendre de la masse musculaire, gagner en performance dans ton sport, etc., ça va potentiellement passer par un léger surplus calorique, mais pas forcément de beaucoup. Encore une fois, ça va vraiment dépendre de si tu veux vraiment chercher la progression en termes de masse musculaire, d'hypertrophie, de croissance musculaire. Ensuite, si tu as juste envie de te maintenir à ton physique actuel et que tu aimes ça et que tu veux juste progresser dans ton sport, peut-être en force, en pratique, etc., le fait de le pratiquer, d'avoir une alimentation adaptée, même en maintenance, tu pourrais progresser. Voilà, encore une fois, c'est à toi de choisir. Tu progresses généralement un petit peu plus vite quand tu as un léger surplus calorique, mais ça vient au prix du fait qu'au bout d'un moment, tu vas potentiellement devoir refaire une sèche si tu veux perdre le gras que tu auras peut-être cumulé avec le temps. Dans l'idéal, pour progresser, on voudrait être en prise de masse, donc en surplus calorique, 90% du temps, voire plus, et le reste potentiellement en sèche pour réajuster. Mais tu peux aussi être à l'aise avec ton poids actuel et être en maintenance, et ce serait également très bien. Moi personnellement, j'aspire pas à prendre beaucoup plus de masse musculaire, donc ça m'ira très bien d'être en maintenance, voilà, en très léger surplus pour pouvoir continuer à progresser dans mon sport. Mais je pense pas que je referai des prises de masse comme j'ai pu faire auparavant, parce que j'ai globalement atteint les résultats en termes d'hypertrophie qui m'allaient bien. Voilà, en espérant que ça répond à ta question. Virginie qui dit « Coucou Clément, petite question, comment gérer quand on n'est pas chez soi, genre en vacances, en camping ou en déplacement pro par exemple? Le sujet a peut-être déjà été abordé. » Oui, c'est un sujet qui revient souvent, le fait de gérer quand on n'est pas chez soi, quand on est en déplacement. Globalement, quand tu es en week-end, quand tu es en vacances, quand tu bouges, quand tu es en camping, comme tu dis, généralement les gens sous-estiment à quel point ils ont tendance à bouger beaucoup plus par rapport à leur quotidien en fait. Et du coup, ils vont dépenser beaucoup plus. Et du coup, tu vas être en mesure de pouvoir être un peu plus laxiste sur ta nourriture. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut te jeter sur toute opportunité de bouffe comme la misère sur le pauvre monde. Ça veut juste dire que, voilà, relax, potentiellement, en rentrant de ton week-end ou de tes vacances, tu vas pas avoir tant pris de poids que ça. Et après, le reste, globalement, c'est en étant un minimum éduqué sur
sur la nutrition de manière générale. Voilà, privilégier des aliments rassasiants qui vont avoir du volume alimentaire sans être trop caloriques et peut-être manger en dernier tout ce qui va être un peu plus dessert ou un peu plus gras, riche, sucré, toutes ces choses-là, peut-être après coup pour éviter d'aller trop loin dans les quantités. Ryosaba Hunter, Christelle qui demande: allons-nous nous rencontrer lors d'un événement Kiffe ta diète comme souhaité dans un de tes posts précédents ou est-ce que c'est tombé dans la Seine? Alors non, surtout que la Seine n'est pas encore baignable, donc c'est pas tombé dans la Seine. Blague à part, c'est vraiment un truc que je veux faire et en fait je pense que je me suis mis un peu trop la pression sur le fait que ça doit forcément être un truc un peu grand, un peu organisé vachement à l'avance, etc. Mais je pense que je vais d'abord commencer par faire un truc tout simple comme se rencontrer dans un café avec peut-être 2-3 d'entre vous, ça me va très bien en fait, spontanément dans Paris. Auquel cas, ça passera par une application qui s'appelle Halo. Si jamais tu fais partie des gens qui sont intéressés à ça, je mets le lien dans la description. Tu peux rejoindre ma communauté Halo et tu recevras une notification quelques jours à l'avance quand j'organiserai potentiellement une petite rencontre abonnée. On commencera comme ça et ce sera avec plaisir en tout cas. Ensuite, Émilie qui dit: alors moi je voudrais connaître ton âge et savoir pourquoi tu as choisi d'aider les plus de 40 ans. C'est une bonne question. Alors mon âge, j'ai 29 ans pendant encore quelques semaines. Donc je suis encore dans ma vingtaine pour quelques semaines et je vais en profiter. Au moment où vous allez voir cette vidéo, je pense qu'il me restera peut-être 10-15 jours de vingtaine que je vais saisir. Donc voilà, j'ai 29 ans. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de servir les plus de 40 ans? Tout simplement parce que, on va pas se mentir, la perte de poids pour les moins de 40 ans, c'est généralement, ça passe par le fait de communiquer davantage autour de, un peu bikini body, tu vois, rendre vachement bien sur la plage, potentiellement moi m'exposer en mode abdos sur la plage avec des filles en bikini autour. Voilà, c'est un peu la communication qu'il y a autour de cette audience-là. Moi, ça m'intéresse pas. Et je trouve que quand on s'adresse aux plus de 40 ans, on touche à des valeurs qui sont beaucoup plus fortes pour moi, en tout cas, à savoir, pouvoir continuer à faire des activités avec ses enfants, voir ses enfants grandir en bonne santé, pouvoir voir ses petits-enfants grandir également et pouvoir en profiter, pouvoir profiter de sa retraite, pouvoir vraiment faire des projets encore dans pas mal d'années qu'on a envie de faire et qu'on met de côté. Souvent des choses qui reviennent, c'est le fait de pouvoir faire les chemins de Compostelle à la retraite par exemple. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui viennent, vraiment le fait de pas être limité par son corps, ne pas passer à côté de moments de qualité à cause des limites de son corps parce qu'on s'en est pas suffisamment bien occupé. Voilà, ça c'est des choses qui m'animent et je pense que ça se voit d'ailleurs. Et donc voilà, c'est pour ça que je préfère m'adresser aux personnes de plus de 40 ans. En plus du fait que d'un point de vue entrepreneurial, on va pas se mentir, pour le degré de qualité de service, on va dire, le côté premium qu'il y a dans mon accompagnement, la plupart des personnes qui peuvent se l'offrir sont des personnes de plus de 40 ans. Maintenant, voilà, ça m'est déjà arrivé aussi de coacher des personnes un petit peu plus jeunes. Je me limite pas à ça, mais j'ai vraiment préféré axer ma communication pour les personnes de plus de 40 ans et c'était une volonté de ma part. Martine qui dit: j'aimerais savoir pourquoi tu as attendu quelques semaines avant de faire cette vidéo. Bon, d'accord, les 10 000 abonnés, on les a dépassés il y a quelques temps déjà. Non, je plaisante, en fait, je voulais connaître le nom de ton chat. Alors, techniquement, c'est pas mon chat. C'est le chat de ma copine avec qui j'ai emménagé il y a quelques temps et il s'appelle Mystère. Voilà. Je te mets une vidéo qui va apparaître là de Mystère pour que tu vois à quoi il ressemble parce que là il est en train de dormir dans le placard. Daniel qui demande: coucou, es-tu heureux depuis que tu as posé tes valises à la capitale et pourquoi ce monde de fou de la capitale? Donc pourquoi en gros avoir choisi la capitale, j'imagine, de vivre à Paris? Est-ce que je suis heureux? Ouais, je suis super heureux et j'aurais pas pensé forcément dire ça dans la mesure où il y a 1 an et demi, j'avais déjà quitté Paris, j'avais pété un câble après avoir essayé de vivre 5-6 mois à Paris parce que c'était pas du tout adapté à la vie que je voulais et du coup j'étais reparti un petit peu. Là, je suis super heureux parce que déjà, c'est pas la même saison, on va pas se mentir. La dernière fois que j'habitais à Paris, c'était de novembre à mars, vraiment les pires mois pour habiter à Paris. Ensuite, j'ai pas du tout le même entourage. Là déjà, je me suis installé avec ma copine, donc c'est pas du tout la même dynamique. On a vraiment là un projet de vie, etc. ensemble et forcément, du coup, c'est différent à ce niveau-là. Et aussi et surtout, toutes les personnes avec qui j'ai voyagé avant, notamment en Afrique du Sud ou après à Bali, on était 15 potes à voyager à Bali ensemble. Voilà, toutes ces personnes-là sont des personnes qui aujourd'hui sont revenues à Paris. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment un environnement qui est complètement différent. Le problème, c'est que la dernière fois que j'habitais à Paris, je gardais certes des potes d'enfance, des potes de longue date que j'adore et que je vois encore beaucoup, mais avec qui on a des vies très différentes et qui faisait que je me sentais très seul en fait. Parce que j'étais le seul à avoir, à pas forcément avoir envie de faire des after-work à 21 h parce que vraiment parler de ta vie avec ton collègue à 21 h autour d'une bière, ça m'intéresse pas.
Je préfère avoir des moments de qualité vraiment avec les gens et je préfère partager avec eux du coup des moments de qualité où on se voit pour des week-ends, où on va vraiment manger ensemble, on va passer ces moments-là ensemble. Et au final, j'avais pas tant de ces moments-là avec eux et surtout, je me sentais pas stimulé par mon environnement dans le côté plus création de contenu, entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je me suis entouré d'une bande absolument incroyable de créateurs. Je pense à Antoine, je pense à Manon que tu as déjà vu régulièrement sur la chaîne, mais pas que. Il y en a vraiment beaucoup d'autres avec qui j'étais à Bali notamment, après que j'ai rencontré ici. Petit clin d'œil à Flavio, Meryl, Armand, bref, toutes ces personnes-là, voilà, aujourd'hui sont des personnes, on est tous dans la même salle de sport, voilà, on se voit aussi régulièrement là-bas. Spontanément, en fait, je peux avoir une vie sociale très riche avec des gens qui m'inspirent vraiment, et ça me rend super heureux. Ouais. Est-ce que j'ai quand même besoin de sortir de ce monde de fou de la capitale régulièrement encore? Oui. Maintenant, c'est vrai qu'on a fait le choix aussi d'avoir un appartement qui était très central à Paris, qui permet de tout faire en vélo ou à pied. Donc forcément, Paris sans les transports en commun, c'est quand même une autre expérience de Paris qui est plus agréable. Et cela dit, ça ne veut pas dire que je vais arrêter de voyager, au contraire. Maintenant qu'on est à deux à payer un loyer, etc., ça va aussi nous permettre de pouvoir profiter un petit peu plus le week-end, partir un petit peu, voilà, c'est important. Ensuite, Daniel à nouveau qui dit « J'aimerais aussi savoir combien de temps en moyenne durent les coachings individuels pour les pertes de poids importantes, à savoir plus de 20 à 30 kg pour tes clientes. Pour ma part, je me fixe 1 an max. » Alors c'est une super question. Généralement, les 3-4 premiers mois, on arrive à perdre entre 10 et 15 kilos dans ces eaux-là et à faire une stabilisation. Néanmoins, les personnes qui veulent perdre plus ont parfois besoin d'un petit peu plus d'accompagnement. Et auquel cas, ça m'arrive de prolonger un petit peu ça et de faire des accompagnements un petit peu plus longs. Ça a été le cas de pas mal de personnes qui ont pris leur temps avec moi. Je pense à Alice, je pense à Aurélie, je pense à toi, Daniel. Voilà, je pense à toutes ces personnes-là que j'ai accompagnées sur du un petit peu plus long terme. Je trouve que 1 an, c'est plutôt une bonne durée pour faire vraiment des changements très durables sur des pertes d'à peu près 30 kg. 1 an et demi. J'ai déjà coaché des personnes pendant plus d'1 an et demi à peu près. Je crois que c'est le maximum que j'ai fait. Voilà. L'idée en tout cas, c'est d'aller jusqu'au moment où tu te sens vraiment autonome, que tu sens que le côté, que ta perte de poids est vraiment de côté, est vraiment de l'histoire ancienne et que tu arrives à te stabiliser, à avoir une routine que tu peux tenir sur du long terme. Quand tu es contente de ça et que tu as l'envie de continuer par toi-même sans forcément avoir cet accompagnement et ce coaching qu'on a ensemble, quand tu te sens prête à ça, c'est que c'est le moment d'arrêter. Voilà, et c'était la dernière question. J'en profite pour vous dire merci. Voilà, plus de 10 000 abonnés sur cette chaîne. Alors oui, j'ai mis du temps à les avoir, mais je les ai, on va dire, progressivement, lentement mais sûrement. Mais je suis toujours impressionné de voir la confiance que vous m'accordez. Certes mes clients, mais pas que, également les personnes qui suivent cette chaîne. Aujourd'hui, je vis de ma passion. Je vis de ma passion, j'ai une liberté absolument incroyable. Alors ça vient avec son lot de contraintes aussi, on va pas se mentir, mais voilà, en tout cas je fais un métier que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. J'ai des relations absolument incroyables avec mes clientes et vraiment le fait d'entendre régulièrement ces démonstrations de confiance que vous mettez aussi dans vos mots, dans vos questions, etc. Ça me touche énormément. Donc voilà, je voulais vous dire un grand merci pour cette confiance-là. J'espère être à la hauteur de cette confiance et continuer à l'être en tout cas sur les prochaines années. Je vous réserve encore pas mal de choses, c'est loin d'être terminé. C'est un métier que j'aime et que je vais faire encore de nombreuses années, j'espère. Donc voilà, un grand merci à vous. Je vous souhaite voilà, de kiffer votre vie et surtout de prendre soin de vous. Votre corps vous remerciera. À très vite.